Donc on l'a dit, Kanté, donc Thuram vers un forfait, Kanté aussi a priori, et on surveillera évidemment l'état du dos de William Saliba. On va rentrer dans le vif du premier sujet si vous le voulez bien messieurs, puisque il a quand même été aussi un petit peu question de la Suède, qui se présente dans un schéma particulier face à cette équipe de France, avec un duo d'attaquants Gyökeres-Isaac bien connu des suiveurs de Première Ligue. Des menaces. On a la première question qu'on a envie de te poser, Martin, c'est presque celle du sujet. Les Bleus peuvent-ils vraiment perdre ? Et j'ai envie de rajouter quelque chose. En régie, on nous dit essaye de tenir ton micro à la main parce que ça frotte. Voilà. Ah pardon, ouais, c'est qu'il y a beaucoup de vent ici, comme à la première émission. Ils peuvent perdre, évidemment qu'ils peuvent perdre. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'équipe de France la grande favorite, non pas de ce 16e de finale, mais de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont le plus impressionné, je les mettrai peut-être avec l'Argentine, mais tout ce qu'on entend ici et ailleurs, c'est que l'équipe de France sera au rendez-vous de la finale. Donc imaginez perdre en 16e de finale, ce serait un fiasco monumental, mais évidemment qu'ils peuvent perdre. Je rappelle juste que la Suède a Elanga, Gyökeres, Isaac, ils ont coûté 300 millions d'euros, ces trois-là. Ça signifie qu'ils doivent avoir un tout petit peu de talent. Et ce sera un vrai crash-test pour l'équipe de France qui n'a pas affronté la grande attaque de Norvège, puisque ni Ødegaard, ni Haaland, ni Sørloth n'étaient là. Là, les trois vont être là. Il n'est pas question de faire tourner ni d'un côté ni de l'autre. Donc là, on va savoir. On sait que cette équipe de France, elle a concédé beaucoup d'occasions face à l'Irak. Elle a concédé beaucoup d'occasions face au Sénégal. Elle a concédé beaucoup d'occasions et sans un grand Maignan, ça aurait pu être compliqué face à la Norvège. Aujourd'hui, c'est la résistance, le principal point d'inquiétude de cette équipe de France. Évidemment qu'ils ont pas 2, 3, 4, 5 têtes d'avance sur cette Suède qui, on le rappelle, a pris 3 points lors des qualifications, qui s'est fait exploser face aux Pays-Bas à 5-1, je crois que c'était à Houston. Donc évidemment que la France a une avance considérable sur la Suède. Est-ce qu'ils peuvent perdre ? Oui, ils peuvent perdre. Et demain, ce sera un vrai test pour la défense. Croisons les doigts quand même. C'est le charme ce que tu viens de résumer, c'est le charme de l'élimination directe, c'est-à-dire que c'est pas au meilleur des 7 matchs, c'est pas sur un classement, c'est un match et pendant 90 minutes, il faut être très bon, il faut être très fort. Et il arrive parfois qu'une équipe moins forte sorte la plus forte. France-Suisse, on peut dire ce qu'on veut de l'équipe de France, mais a priori, elle était favorite, elle a été sortie. Donc ça peut arriver, les Français savent déjà que ça peut leur arriver sous Didier Deschamps, ça ne leur était pas arrivé encore depuis l'arrivée de Deschamps, donc ils savent. Comme tu l'as dit, voilà, il y a Gyökeres, Isaac Elanga, ça va être la principale menace. C'est une équipe, en plus, la Suède, Deschamps l'a dit, qui va mettre un peu plus de côté athlétique dans son football par rapport à ce que l'équipe de France a rencontré. C'est une équipe qui va sans doute défendre à 5. C'est une équipe aussi qui va être peut-être plus minimaliste aussi dans sa façon de jouer au foot. Et ça peut être un problème parce que justement l'équipe de France, on l'a vu, elle peut être en danger sur les transitions rapides parce que un milieu un peu moins assuré que s'ils étaient 3, une défense parfois où il y a eu un peu de trou d'air. Ce qu'a dit Deschamps tout à l'heure, il a dit c'est vrai qu'on a quand même concédé pas mal d'occasions. Il n'y a pas 10 000 buts encaissés, mais il y a quand même les occasions qui sont concédées. Voilà, et il a expliqué derrière qu'il faudra convertir les occasions. Moi, je ne suis pas trop inquiet offensivement. Je serais vraiment étonné que demain, que l'équipe de France ne marque pas, comme je l'ai dit avant-hier. Ce n'est pas une équipe qui va terminer beaucoup de matchs à 0 but marqué, parce qu'il faudrait que tout le monde ait un trou d'air devant, alors qu'il suffit d'un. Mais en effet, là, elle va être un peu plus testée qu'elle ne l'a été, parce que moi, c'était un peu mon regret du premier tour, c'est que c'est finalement une équipe qui n'a pas été testée, l'équipe de France. Alors la Suède, on n'est pas non plus sur les hauteurs du football européen, mais on peut s'attendre quand même un peu plus de résistance. J'ajoute un point à ce que tu as dit, Maxime, sur les menaces qui peuvent guetter les Bleus. Didier Deschamps en a parlé. Les coups de pied arrêtés et les longues touches, c'est bête, mais quand on voit aujourd'hui la place que peuvent prendre ces phases arrêtées dans le football moderne, la place notamment, je pense à une équipe d'Arsenal qui en a fait presque un art de vivre. Voilà, c'est intéressant de tester aussi. Voilà, on parlait de Saliba et de son dos. Il va y avoir du répondant physique, il va y avoir. On n'a pas encore complètement eu ça. Le Sénégal, c'était beaucoup sur le volume et sur. Mais là, ça va être vraiment de l'impact, presque un football britannique, si on devait résumer brièvement, avec quand même du talent devant. Mais voilà, quand on est William Saliba, qu'on a mal au dos et qu'on doit se frotter Gyökeres en 1 contre 1, bon, c'est pas forcément un cadeau de tous les jours. Après, c'est ce qu'on disait il y a quelques émissions. Cette équipe de France, elle a une assurance vie, c'est les 3 de devant. Il peut y en avoir 2 qui passent à côté, mais bon, s'il y en a un des 3 qui est dans un grand match,
son talent peut suffire à faire gagner le match. Donc c'est la grande force de cette équipe, peut-être sa grande faiblesse aussi, mais il faudrait quand même que les trois ne soient pas bons et soient dans un mauvais jour pour que cette équipe de France se retrouve limitée offensivement. Donc j'ai pas trop envie de croire à cette thèse-là face à la Suède qui joue à 5 derrière et qui, à mon avis, va plus attendre en transition et en bloc bas, et donc que les Bleus aient le ballon. Donc voilà, ça va être un bon test, mais comme on l'a dit, les Bleus sont quand même ultra favoris. Et tu l'as dit, Mais je suis pas d'accord avec Maxime quand il dit qu'on a. Je suis pas d'accord avec toi, Maxime, quand tu dis qu'on n'a pas été testé. Parce que contre le Sénégal, on a été testé, vraiment testé. Ouais. Et on voit qu'on a vraiment souffert. La première période, c'était vraiment compliqué. L'équipe de France justement, c'est un problème. Je suis d'accord. Bah oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi en revanche sur l'Irak et sur la Norvège. En revanche, par contre, je pense qu'elle n'a jamais été testée sur une équipe qui assumait de laisser le ballon au bleu, parce que même l'Irak, ça jouait, la Norvège, ça jouait, et le Sénégal, ça jouait. Donc ça, on n'a pas connu. On a connu lors des matchs de préparation, et ça a été très moyen. Donc là pour le coup, là, c'est un vrai test de ce point de vue-là. Après, tu es testé contre le Sénégal parce que tu n'es pas bon non plus. Donc, je ne sais pas quelle est la part du test de l'adversaire, tout ça. Mais en tout cas, on n'a pas eu un très, très gros adversaire qui nous a mis en difficulté. Ça a été réglé à la mi-temps, cette histoire face au Sénégal. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais je ne suis pas sûr que la Suède soit plus fort que le Sénégal, par exemple. Tu vois, je pense que c'est même à peu près sûr. Parce que ce que dit Cyril, c'est un peu un football d'inspiration britannique. Et qui peut, avec une pointe technique, mais qui peut être un peu chiante, voilà. Non, mais effectivement, un minimalisme. Voilà, exactement. Ça va être vraiment du minimalisme et du. Voilà, le Sénégal, on s'attendait à ce genre de match-là avec un gros volume de course, avec des ailiers qui courent vite, etc. Là, ça va être un peu un football différent. Et moi, je pense qu'on a les joueurs pour répondre. Hein. Saliba, Tchouaméni, Upamecano, Rabiot aussi, qui dans le genre n'est pas le dernier à donner sa part au chien. Donc, mais c'est vrai que c'est, en tout cas, dans le profil de l'adversaire, c'est quelque chose d'assez différent. Et d'ailleurs, Didier Deschamps l'a bien compris, je crois, puisque on va peut-être parler un petit peu de l'équipe probable qui devrait jouer Martin face à la Suède, avec 2 changements comme attendu dans cette équipe type, et notamment tout le côté gauche qui est remodelé. Lucas Digne qui devrait être titulaire à la place de Théo Hernandez qui a été en dessous de tout face à la Norvège, et Bradley Barcola qui devrait prendre la place de Désiré Doué. Il ne l'a pas dit, mais bon, quand il a parlé du comparatif entre les deux, puisqu'il a eu des questions là-dessus, Didier Deschamps, pendant la conf de presse, bon, on comprenait un petit peu que cette option-là tenait la corde, Martin. Bah, oui, il nous joue de la mandoline à chaque fois. En même temps, il va pas flinguer Théo Hernandez. Il va pas nous dire qu'il a fait un match horrible face à la Norvège, parce qu'il en aura peut-être besoin si Digne se pète. Mais je pense qu'effectivement, Digne. Alors, on dit ça depuis 2 ans en même temps, mais là, je pense que Digne quand même a pris un ascendant. Ce qui nous dit Deschamps, c'est que quand même, que ce soit Digne, Hernandez ou Barcola, Doué, c'est un peu, pour reprendre une expression qu'aime bien Maxime, une boîte à outils. C'est-à-dire qu'il va sortir le profil qu'il faut en fonction de l'adversaire. Bon, je veux bien le croire. Je pense quand même que ces deux-là ont aujourd'hui une longueur d'avance sur ce qu'ils ont montré par rapport aux 3 premiers matchs. Et d'ailleurs, Didier Deschamps a répété que Désiré Doué, il n'avait pas été hyper satisfait du match de Désiré Doué face au Sénégal. Il ne l'a pas du tout enfoncé, mais il a dit que voilà, il avait peut-être eu un peu de mal dans ce premier match. Donc je pense qu'aujourd'hui, Digne et Barcola partent avec une longueur d'avance et que ce n'est pas lié à l'identité de l'adversaire. Je crois que tu avais quelque chose à dire, Maxime, aussi. On parlait du style minimalisme. Je change complètement de... J'ai vu tes notes, en fait, pour ne rien trahir. On parlait d'un football minimaliste. Adrien Rabiot a beaucoup parlé aussi de la pelouse de ce stade. Martin, tu nous confirmes qu'elle est encore en piteux état, a priori, de ce que disait Adrien Rabiot. Oui. En fait, tu sens que ce n'est pas une pelouse de foot, quoi. Tu sens que dans la couleur, déjà, tu sens que ça va être un vrai problème quand même. Et on reparle de Saliba. Saliba, il s'en est plein de cette pelouse-là, parce que dès que tu as un petit souci, il est amplifié. Et donc, les douleurs au dos de Saliba, après le match, après 90 minutes ou 120 passés sur une pelouse comme ça, elles vont être encore plus vivaces. Donc, a priori, c'est un peu mieux que le premier match. L'herbe est un petit peu plus haute. Mais dites-vous que c'est quand même une pelouse qui va accueillir la finale de la Coupe du Monde. Dans quel état elle sera? Alors, je crois qu'il n'y a pas de quart ni demi à New York, donc elle aura le temps de se reposer. Mais malgré tout, ça pose quand même question. En plus, il y a eu énormément de matchs à New York depuis le début de la compétition. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde la télé, quasiment, je vois un match à New York. Et en fait, alors, je ne pense pas que ce soit un facteur X très important,
Mais une bonne pelouse, ça aide toujours une équipe qui fait le jeu. Voilà. Donc, c'est une mauvaise pelouse est plutôt favorable à une équipe qui attend. Donc, faudra voir. Je pense pas. On n'est pas sur un état de pelouse. C'est pas un champ de patates. On n'est pas en 8e tour de Coupe de France. C'est pas le traquenard. Mais n'empêche que ça aiderait quand on a une bonne pelouse qui est bien arrosée. Ça aide à aller plus vite. Et c'est pas dans l'intérêt de la Suède. Et je pense que Rabiot et les Français ont raison de se plaindre de ça parce que voilà. En plus, comme tu le dis, on est quand même en Coupe du Monde. On est aux États-Unis. On attend quand même si ce sont habituellement des pelouses artificielles, c'est pour le football américain, ça n'a rien à voir. Quand même, le niveau de la pelouse doit être quand même très élevé. C'est le monde entier qui regarde ces matchs-là. Arthur qui nous pose une question, et c'est assez vrai. Alors, on a beaucoup parlé des soucis de dos de William Saliba. Il va affronter Gyökeres, qui est son coéquipier en club, qu'il se coltine tous les jours à l'entraînement. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient, Martin ? Égalisation du Brésil. Égalisation du Brésil. Et Casemiro, voilà, rédemption. Cyril, c'est à toi qu'il faut poser la question, puisque tu considères Gyökeres peut-être comme le pire attaquant des 50 dernières années du football européen. C'est jamais caricatural avec toi. Tu veux que je réponde, moi ? Je vais répondre. Si c'est un avantage pour Gyökeres, pourquoi ça n'en serait pas un pour Saliba ? Voilà. Oui, c'est vrai. Les deux se connaissent. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ils se connaissent. Après, Gyökeres, il n'est pas dans une confiance maximale. Il fait pas la saison de sa vie. Isaac, je crois, fait un début d'Euro peut-être un peu plus intéressant que l'attaquant d'Arsenal. Aujourd'hui, je me méfie peut-être un peu plus d'Isaac que de Gyökeres, mais Gyökeres, il est dans un registre qu'Upamecano et Saliba aiment bien. Peut-être même le registre qu'il préfère. C'est-à-dire le registre de la puissance, du duel. Et là, on a deux mecs qui vraiment sont excellents dans ce domaine-là. Isaac, c'est peut-être un peu plus compliqué comme profil à cadrer pour Upamecano et Saliba, même si ça reste deux des meilleurs défenseurs centraux du monde. Donc, tous les profils leur conviennent. Mais je pense que celui d'Isaac leur convient un peu moins que celui de Gyökeres. Et il faudra se méfier. On a vu la compo probable des Bleus en 4-2-3-1. Les Suédois devraient jouer avec des pistons, notamment à droite, où moi j'attends vraiment de voir Lucas Digne face à Elanga, qui est quand même un joueur puissant, véloce, qui peut frapper de loin. Et on sait toujours que quand vous êtes dans un système à 4 et qu'il y a des pistons à cadrer, c'est un petit peu... le latéral considère que c'est à l'ailier de venir faire le boulot et à l'inverse. Donc, parfois, on peut avoir ça a été, je crois que c'était à l'Euro, au dernier Euro, ou en 2021 notamment, surtout, où il y avait eu cette grande mode des pistons et on se disait, mais en fait, comment on fait pour défendre face à ça ? Faudra surveiller ça parce qu'on n'en a pas beaucoup vu dans cette Coupe du Monde jusqu'à présent. Mais ça peut foutre un peu le bordel tactiquement, surtout quand on sait que le milieu de terrain des Français peut être parfois un peu dépeuplé. Les questions, alors quelqu'un qui se réjouit, non, qui ne se réjouit pas de l'égalisation, mais Étienne qui lui dit le Japon va s'imposer en prolongation. Et il y a une question très importante, parce que c'est vrai, quand je te vois, Martin, protection 50, c'est Jamy qui nous demande le point météo du match de demain, parce que c'est encore un match à 23h, et qui dit match à 23h dit tard, et qui dit tard dit pas envie d'avoir des orages. Alors, des orages sont annoncés effectivement sur la région de New York. Mais c'est pas pour demain, c'est pour après-demain. C'est pour après-demain. Je ménage le suspense, je fais monter les audiences. J'allais te buter. L'algorithme de YouTube, il aime ça. Il aime ça, tu vois. Non, c'est pour après-demain. Demain, ça devrait être à peu près ce temps-là. Peut-être un tout petit peu plus nuageux, mais il n'y a pas d'orages qui sont annoncés. Une chaleur de gueux, en revanche. Enfin, de gueux, pas encore. La chaleur de gueux, elle arrive mercredi sur la côte est des États-Unis. Et par contre, samedi, le 8e de finale, si toutefois la France joue ce 8e de finale à Philadelphie, ça va être une horreur. Mais ils annoncent 37-38 degrés. Et là, je pense que, je sais pas, j'ai pas vu tous les matchs. Vous êtes peut-être plus au parfum que moi sur ce sujet-là, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, la chaleur soit un sujet de cette Coupe du Monde, alors qu'on en a beaucoup parlé avant. Ça peut le devenir à partir de mercredi ou de jeudi. Ça peut vraiment le devenir. Et sur les 4 jours qui suivent, en tout cas, à l'Est, je ne sais pas pour ce qui est de Kansas City, Houston ou Los Angeles. Alors, ce n'est pas un sujet, mais il y a quand même beaucoup de pauses fraîcheur. Voilà, mais moi, ça, c'est encore autre chose, une aparté. Voilà. Non, mais pour l'instant, c'est vrai que ça n'a pas été tellement un sujet. Et puis Houston, je crois qu'il est couvert. SoFi Stadium, c'est couvert, etc. Oui, donc, il y a beaucoup de stades couverts. Ouais. Et pour le coup, non, comme tu dis, même à Miami, tout ça, il n'y a pas eu... En fait, le seul match qui a été embêté par les orages, vraiment, c'est France-Irak. Il n'y a pas eu de problème à Miami, tout ça. Donc, je crois que les Anglais qui avaient eu des problèmes en préparation en Floride. Mais pour le reste, non, là pour l'instant, on touche du bois là-dessus. Mais en tout cas, oui, en effet, si samedi il commence à faire chaud,
Ce sera peut-être pas la même Ah non, mais musique. par contre, je vous dis que samedi, ça va être un enfer. Hein. Alors, je ne sais pas si Eh, ce sera Paraguay, Suède ou France-Allemagne, mais ça va être un enfer, vraiment. ah bah, peut-être que tu seras là ici pour le, pour,